BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Salut très chers internautes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. En tout cas, abonnez-vous massivement si vous êtes là pour la première fois. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose en tout cas le pasteur Lord Lombo. Lord Lombo, qui est l'ambassadeur de Madjabou, et son épouse Eunice Lombo, la fille du pasteur Roland Dalo. Ils vont vous parler de leur parcours, de leur rencontre. En tout cas, si vous aimez bien le pasteur, le couple Lombo, en tout cas, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous retrouve tout juste après pour quelques commentaires. Merci beaucoup. Restez toujours branchés. C'est parti. À l'UPC. Et donc, je faisais des études de médecine. Je faisais des études de médecine là-bas et on m'a nommé pour être coordonnateur, c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas, du groupe évangélique du Centenaire. Et donc là, c'est un peu l'aumônerie de l'université. Exactement. Pour ceux qui ne sont pas de chez nous. Alors, c'est là que je commence à prêcher bien souvent dans des grandes campagnes d'évangélisation qu'on organisait à l'université. Le but étant de sauver les âmes. Et c'est là que, puisque le pasteur Ken était aussi un ancien du GEC, je crois que rapidement il a eu écho de... Voilà, il y a un de vos membres de l'église qui est maintenant aussi coordonnateur et qui travaille plutôt bien. Et voilà, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de l'apôtre Dalo. Et c'est comme ça qu'un jour, très surpris, on me programme pour prêcher un jeudi d'abord. Ça allait encore, je me souviens, le 2 juin 2011. Et je finis de prêcher le jeudi. Il me dit, bon, cette fois-ci, il y aura un séminaire sur l'adoration avec Pasteur Atoms. Et c'est ça que je vais clôturer dimanche aux 2 cultes. Alors, pour ne pas faire long, j'ai prêché ce jour-là. C'était plutôt pas mal. Et puis après, c'est comme ça que maman Viviane, je la rencontre. Je crois le jeudi d'après, ou 2 jeudis après. C'est la première fois d'ailleurs que je puisse vraiment parler avec sa maman, qui est aujourd'hui ma belle-mère, ma maman aussi, maman Viviane. Donc je la rencontre 2 jeudis après, je pense. Elle me dit que tiens, écoute, ton CD là, est-ce que tu l'as, la prédication? Elle dit oui, le département de médias m'avait donné une copie de ma prédication. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Je vais envoyer à ma fille qui est aux États-Unis et j'aimerais que tu puisses aussi lui écrire un mot par rapport à sa foi, parce qu'elle avait une foi qui, à l'époque, n'était pas très stable. Donc j'ai écrit un mot. Je me souviens, j'arrive le jeudi d'après. Vous connaissez certainement Madame, je pense, Karine Domaille. Oui, voilà. D'ailleurs, une histoire qu'on va vous raconter bientôt aussi. Bon, c'est elle finalement qui me reçoit le jeudi d'après. Elle me dit, on m'a dit de te filmer. Tu dis un mot à l'âme perdue. Je dis un mot à la brebis égarée. En tant que berger. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Notre premier contact était virtuel, c'est au travers des personnes interposées, jusqu'à ce qu'elle soit venue en, je pense, mai ou juin. Non, 2022, l'année d'après. Non, 2022. 2012. 2012, pardon. Oui, l'année d'après. En mai 2012. En mai 2012 pour les vacances, et c'est là qu'on s'est vu la première fois. Donc, entre-temps, la relation qui était supposée être vraiment une relation de bergerie et voilà, de brebis, c'est rapidement tourné en amitié, au fait. Et c'est comme ça qu'on est resté... Virtuellement. Virtuellement. En fait, le courant est passé tellement bien qu'on est devenus des amis, malgré l'écart d'âge qu'il y avait, et malgré le fait que lui, spirituellement, était là-bas et que moi, j'étais vraiment en bas. Ça cliquait. Pour moi, déjà, ça, c'était... Encore, ça me faisait bizarre parce que moi, déjà, les gens d'église et tout, vraiment, j'aimais pas un frère de l'église. Je suis amie avec un frère de l'église. Vraiment, j'aimais pas, mais avec lui, vraiment, j'avais l'impression de le connaître. C'est comme ça que le courant était passé très... Heureusement que c'était pas la SNEL. J'ai rien
rien dit. Donc, ensuite, maman Eunice, tu reviens. Oui. Tu viens, j'imagine que c'était des vacances ou les études, c'était la fin des études? C'était des vacances. Des parce vacances. que j'ai fini en 2014. Donc c'était juste des vacances. Et donc, vous vous voyez pour la première fois? Oui. Et est-ce que ça clique en ce moment-là? Est-ce que ça continue seulement que, bon, un frère de l'église avec qui on parle bien? Je pense que le changement de clic avait déjà commencé avant que je ne rentre. Bon, c'est vrai que... Ah, ça, elle m'a jamais dit. Je tiens à préciser. Non. C'est là que tout a commencé. Non, en fait, parce que je ne me suis pas donné des impressions moi-même. Donc, ça venait certainement de quelque part. Dans les conversations, en fait, ça cliquait tellement bien qu'on parlait, en fait, on parlait tous les jours. Pour quelqu'un qui, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, comme maintenant, c'était vraiment juste les appels téléphoniques. Il m'appelait par appel, donc c'est-à-dire qu'il mettait ses unités, il m'appelait aux États-Unis là-bas chaque jour. On parlait chaque jour. Malgré le décalage. Non, j'avais pris la mission en série. Malgré le décalage horaire, des fois je me réveillais, je trouvais des voicemails, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas eu au téléphone, mais il reste dans la boîte et tout. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me dire, bon, déjà que j'avais fait un rêve, moi je vais pas vraiment parler de ce rêve, mais la première fois que qu'on a parlé au téléphone, j'ai eu une image. J'ai vu quelque chose. Je me suis vue le jour de mon mariage et je l'ai vu. Mais là encore, pour quelqu'un qui avait une foi qui vacillait et qui ne croyait pas, moi je ne croyais pas vraiment au prophétique et tout ça, je me suis dit non, ça peut pas être ça. C'est vraiment juste je ne sais pas pourquoi cette image est venue, mais cancel. Mais comme je disais, donc plus on parlait, je sentais que c'est vrai qu'il y a une amitié, mais alors, mais je me disais, étant quelqu'un de très logique, je me disais, t'as jamais vu la personne, tu vois, les rencontrer comme ça, c'est même pas ça, vraiment. Donc je préfère le voir. Alors il me demande, tu vas arriver et tout ça, est-ce que tu aimerais bien que je sois à l'aéroport, patati patata, nanana. Je dis, bon, moi ça me dérangerait pas, de toute façon tu es membre déjà de la famille, pourquoi pas? Et donc c'est comme ça, la première rencontre c'était à l'aéroport, donc imagine, je descendais et tout, il était là avec ma famille, et c'était ça la première rencontre, et vraiment... Oui, bon. Et quand je l'ai vu, bon, c'est vrai qu'à cet instant-là, c'était pas l'amour fou, mais quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais. Il y avait un jeans de couleur blanche. J'oublie la couleur du haut, mais je me souviens très bien de la couleur du jeans parce que à l'époque, c'est à l'aéroport. Il n'y a pas le nouvel aéroport. C'est à l'aéroport national. Et on montait, il y avait comme une sorte de tour. Et on pouvait voir les gens qui voilà, moi j'étais dans la tour avec la famille, donc avec l'apôtre Dallot et maman Viviane. Bon, il faut dire que j'étais considéré comme l'enfant de la maison. Et c'est dans ce cadre-là que je suis allé accueillir ma petite sœur. En vacances. Entre-temps, maman Eunice, tu n'étais plus égarée, tu es revenue. Non, là vraiment, j'étais vraiment, en tout cas franchement, mis de côté l'amitié, il m'a vraiment beaucoup aidé. Donc il a dit qu'il avait pris la mission à cœur. Non, vraiment beaucoup aidé dans ma foi. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait lui et bon, à l'époque Francine Dokai, mais la proximité que j'avais avec lui était différente. Donc vraiment, il m'a beaucoup aidé, aimé les écritures. Je suis rentrée à l'église, même là-bas, je me suis trouvée une assemblée, j'ai commencé à servir. Donc pour dire que vraiment, outre l'amitié, il y avait vraiment un travail spirituel qui a été fait. Et même que quand je suis revenue à Kinshasa, parce qu'avant de partir, moi, servir à l'église, ici, pas vraiment, mais quand je suis revenue pendant des vacances, j'ai servi. Donc pour vous dire que le berger faisait quand même... Il a vraiment bien fait son travail. Oui. Et ça commence bien. Il y a beaucoup de points qu'on épingle comme ça au fur et à mesure. Et donc, Thomas, bon, elle a dit que quand elle a vu, elle a fait Thomas, maintenant, vous, comme vous aviez vu. Moi, c'était beaucoup de curiosité, au fait, parce que je parlais très bien avec elle, je la trouvais très brillante. Et donc, comme j'ai un petit côté rationnel, intellectuel très poussé, je me disais, tiens, c'est quelqu'un... En fait, j'aime les conversations intelligentes. Et je pense que j'avais des conversations intelligentes avec elle. Et donc, quand elle arrive, bon, déjà qu'à la maison, on m'avait pratiquement ouvert les portes.
Donc je passais beaucoup de temps à parler avec elle. Et c'est en parlant avec elle, de plus en plus cette fois-ci en face, parce qu'on a eu quelques rendez-vous au restaurant et tout, toujours dans le cadre de... Non, mais c'est vrai qu'une brebis, il me conduit dans le vert pâturage pour manger. En tout cas, le premier rendez-vous, c'était pas brebis. Et c'était là justement que je me suis dit, Il y a quelque chose. il y a un truc différent. Non, Thomas dit c'était pour se rassurer que la brebis mange aussi physiquement. Je me souviens, c'était trop bizarre d'ailleurs parce que j'arrive, parce que moi je voulais la prendre en taxi pour qu'on aille à l'époque. Bon, il y a un restaurant en ville. On devait commencer par l'UPC. Tu avais Oui, j'avais un culte à l'UPC. Après le culte, on devait aller Ça, c'était mon justement baptême. au restaurant en ville. Et donc j'arrive à la maison, je trouve que maman elle est là. Et je suis venu la prendre pour qu'on aille à l'UPC au culte et qu'on ira manger au restaurant. Elle a insisté, c'est trop bizarre pour moi, elle a insisté qu'on parte avec le chauffeur. C'est-à-dire en fait que je prenne pas le taxi, mais que le chauffeur nous accompagne dans toutes nos... Bien sûr, fallait... C'était trop... C'est que finalement après j'ai compris, c'est une manière de nous surveiller. Et elle a vraiment insisté, mais après c'est bien passé. Et puis ben voilà, petit à petit, ça a commencé à virer petit à petit, mais alors tout naturellement à autre chose. Pendant ces vacances là. Pendant les vacances. C'est là vraiment qu'il y a eu les premiers, le début même, je dirais, de la relation amoureuse cette fois-ci. Thomas, moi j'ai une question pour vous. Comment vous avez su que c'était Maman Eunice la personne qu'il vous fallait? Maman Eunice, comment toi, tu as su que c'était Thomas la personne qu'il vous fallait? D'accord. Alors au début, pour moi, j'habitais avec deux amis, on était ensemble, Pasteur Amos et Pasteur Christian Condé, qui est aujourd'hui pasteur de l'extension de Fil vers Brikine. On habitait ensemble à trois et il voyait comment je lui parlais. Il disait, ah mais il est souvent un pasteur, c'est pour ça qu'il n'en pas le livre. Quel courage, toi tu parles avec l'enfant de pasteur aussi fréquemment. J'ai dit non mais on parle bien. Et puis ils ont senti, ils ont vu que c'était différent. Bon, c'est des gens qui connaissent les choses et ils se sont dit la manière dont vous parlez là, toi je sens que ce n'est plus trop seulement ma soeur, ça commence à virer à autre chose. Et c'est comme ça que je me suis dit bon écoute, je dois mettre le temps de prier pour ça parce que c'est une décision importante. Et puis bon, tu n'entres pas, tu fais pas ce pas-là si tu n'es pas très sûr à cause de toutes les implications qu'il y a autour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire non seulement c'est dans cette église-là que je prie, son papa c'est le pasteur de l'église, le cercle immédiat des gens avec qui je parle, c'est des gens qui d'une manière ou d'une autre sont affiliés à l'église, liés à l'église, donc voilà, c'est assez compliqué. C'est une décision, tu dois être sûr que tu sais ce que tu veux. Et c'est comme cela que, voilà, durant les vacances, j'ai eu le temps de prier, j'étais en retraite, j'ai prié, et puis après, je pense quelques temps avant qu'elle ne parte, le 31 juillet, je crois, 2012, j'ai eu à lui parler... Donc vous n'êtes pas là avec un Dieu m'a dit que non, jamais. Non, tu n'as pas entendu que la conversation est intellectuelle. On a fait ça proprement. Pas de Dieu m'a dit, c'est de l'amateurisme. Ah, vous voyez, le Thomas aussi de la team, au commencement était la parole. Donc, il faut parler. Pourtant, Thomas, à toutes les battes, ceux qui l'ont déjà entendu prêcher savent que Thomas connaît la parole. Donc il pouvait aussi aller avec les battes de la parole, surtout que c'était la fille du pasteur. Donc on pouvait impressionner avec ce genre de choses. Mais non, il a dit on a fait ça bien. Et moi c'est ça qui m'a beaucoup attiré, impressionné chez lui et qui l'a démarqué du lot au fait. C'était parce que quand j'étais avec lui, je n'étais pas avec un frère d'église au fait. C'était, bon, je sais qu'il connaissait la parole et tout, il y avait le côté aussi spirituel. Mais quand tu parles avec lui, c'est un être humain. Et ça c'était différent parce que chaque fois que les frères ou les chrétiens approchaient, on veut toujours montrer une certaine spiritualité, ou il fallait toujours que les conversations tournent autour de l'église ou de papa. Mais avec lui, vraiment, c'était... Maman, il apprend à te connaître toi. Voilà. Je faisais fi de tout le reste. Pour moi, l'objectif, c'était de connaître la personne et puis de me faire connaître à la personne. Donc, j'ai aimé ça. Voilà. J'ai aimé ça. C'est parce que généralement, les gens, ils veulent connaître les gens, mais ils ne se font pas connaître de ces personnes-là. Quand on va vers... Ah, merci. Maman, Eunice, toi,
de ton côté, comment tu as su? Est-ce que tu t'es rappelé de ton rêve que tu avais fait, enfin, de la vision que tu avais eue? Oui, je me suis rappelée de ça, mais je pense que c'était progressif pour moi. Et c'était... Il faut dire que peut-être qu'au fond de moi, dès que je suis arrivée, j'ai vu, peut-être la première fois qu'on allait manger, je me suis dit, il y avait comme un truc au fait, c'est lui. Mais maintenant, ça c'était le côté cœur. Mon côté rationnel, je réfléchis beaucoup. Je me suis dit non, c'est impossible. Déjà, c'est un frère d'église. Deuxièmement, je ne me rendais pas compte de sa notoriété et de l'influence spirituelle qu'il avait jusqu'à ce que je suis arrivée à Kinshasa. Donc, comme je dis, le UPC pour moi c'était le grand baptême en fait, parce que quand je suis arrivée là, en fait, tout le monde était genre cordon. En fait, j'étais genre, on était vraiment... C'était vraiment quelqu'un. Et il y a eu des scènes que j'ai vécues ce jour-là. Bon, je en avais parlé après, où tu sentais vraiment que les gens te regardaient pour dire toi, tu as eu le courage de venir ici avec le cordon. Il t'a même présenté. En fait, c'est qui cette fille, elle vient d'où? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, des batailles comme ça, c'est pas pour moi. Déjà que moi, je ne me fais jamais épouser un prédicateur, un pasteur. Donc ça le disqualifiait. Mais toute autre chose... Se qualifier pour ça. Qualifiez-vous. Et donc j'ai beaucoup lutté avec ça dans ce sens-là. Puis je me disais, bon, parce que faut dire que c'était l'ami de Rohan, au fait, à la base. Et comment je suis arrivée... Rohan qui est la petite sœur. Et l'épouse de la première émission de Il était une fois. Donc, retournez en arrière, vous allez comprendre certaines choses. Exactement. Donc quand je suis venue, j'ai trouvé leur amitié, mais nous on parlait tellement que après, bon, chez nous ça avait cliqué, et puis là-bas ça a commencé à faire. Donc moi je me disais, là-bas c'est l'ami de Rohan. Après, bon, tu vas être en couple avec l'ami de Rohan. En fait, c'est la petite sœur, ils se parlent déjà beaucoup, peut-être que c'est déjà beaucoup confié là-bas. En fait, quand j'ai dit les amis de nos sœurs, c'était compliqué, mais après, j'ai pris aussi le temps de prier parce que je sentais que plus j'avançais vers la fin de mon séjour, je sentais qu'il allait me parler. Parce que déjà, il y avait quelque chose. Et je me disais, s'il te parle, tu vas dire quoi? J'aimerais pas juste me lancer comme ça parce qu'il n'était pas le seul, il y en avait plusieurs. Mais je savais que c'était lui, je ne sais pas expliquer. Et je m'étais dit, le jour où il va me parler, ce qu'il va me dire sera une confirmation si c'est lui ou pas. Et il avait tellement bien parlé ce jour-là au bord du fleuve que c'était... Oui. La vue m'inspirait. Au bord du fleuve, donc la vue m'inspirait. Bon, que dire de plus? Que dire? Non mais j'ai aimé un point que maman Eunice a soulevé. Elle a dit il y avait ces choses-là qui pour elle étaient vraiment objet à disqualification. Elle disait que ça ne pouvait pas marcher à cause de ça. Mais les points qui qualifiaient étaient beaucoup plus importants et beaucoup plus grands. Donc, chers frères, vous savez que moi, généralement, j'aime parler aux frères. Donc, chers frères, rassurez-vous que si on devait mettre à la balance les disqualifications et les qualifications, que les qualifications pèsent toujours plus. Parce que non seulement que vous pouvez passer à côté à cause de... voilà, mais vous pouvez aussi faire passer quelqu'un à côté. Les choses de la destinée sont trop compliquées, franchement, quelquefois. On a envie que ce soit simple, mais... Petite anecdote, quand on arrive à l'UPC, le jour du rendez-vous, de finir le culte et puis aller, alors à l'époque, avant qu'elle puisse arriver, moi je sortais avec quelqu'un de... Je ne l'ai pas raconté, hein, Il était de l'UPC, et qui était du GEC d'ailleurs. Et donc, on venait de rendre à cause d'une histoire voilà, qui ne me concerne pas aujourd'hui. Mais alors, quand elle arrive, c'est qui était bizarre, une scène bizarre, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Je finis le culte, je ne sais pas si c'est moi qui ai prêché, je pense ce jour-là, je prêche devant les étudiants, on finit le culte, et donc on se réunissait quelque part, on appelait ça la fiesta. Et je me pose là, on fait le rapport du culte, il y a eu autant de personnes, et voici les entrées, l'argent et tout, voilà. Et je devais faire le rapport à l'aumônier principal qui était un papa en fait. Et donc je demande à ce qu'on la prenne, mon invité, et qu'on vienne avec elle là où je suis. Et vous savez qui l'a pris? C'était mon protocole personnel. C'était son protocole attitré ce jour-là. Donc, elle n'a pas manqué de me poser des questions. Tu viens d'où? Tu fais quoi ici? Au fait, on t'a invité, t'es quoi? Mais c'est après que j'ai
Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu me posais autant de questions comme ça? Quand il m'a dit, j'ai dit, ah, j'ai tout compris. Donc c'est une séquence assez folle. J'imagine bien. Waouh. Eh ben, donc je disais, qualifiez-vous. L'autre point aussi, comme on a souligné tout à l'heure, Thomas a parlé. Il a dit que la vue du fleuve l'inspirait. Soyez inspiré. Et l'autre point sur lequel moi, c'est vraiment un point qu'on a en commun, les conversations intelligentes. C'est tellement rafraîchissant de parler avec quelqu'un qui a de la conversation, qui vous renvoie des balles même que vous envoyez en l'air. Moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup avec elle aussi. Nous, on parlait sur 3 réseaux différents, parce qu'elle était au Canada, moi j'étais à Kinshasa. Il y avait des fois, on parlait sur Facebook, sur WhatsApp et sur Viber. Mais sur les 3 réseaux, on avait des discussions différentes. Ça veut dire que sur WhatsApp, même parfois sur WhatsApp, on parlait par message, normalement, donc elle et moi. Et puis on avait un groupe qu'on avait appelé la maison. Ça veut dire qu'on vivait un peu déjà comme si on était chez nous. Et dans ce groupe-là, c'était, quand je reviens par exemple du travail ou de l'université, c'est ça va bébé, tu as passé une bonne journée, je t'enlève les chaussures. Merci bébé de... Vous voyez, c'est des choses qui nous ont en fait un peu mis dans une sorte de... Moi j'étais déjà dans mon cocon avec elle. Et ça m'a tellement conditionné que même sans faire exprès, à un moment donné, on n'était plus ensemble, on s'est dit, écoute, ta distance là, moi franchement, j'arrive plus, moi, je vais avoir quelqu'un ici et tout. Elle m'a dit, bon, d'accord, chacun est libre et tout ça. Moi, j'étais libre, elle était restée. Et donc, je disais que ça m'a tellement conditionné que même quand j'étais avec une autre personne, lorsque on me posait des questions, je me rappelle d'une fois, je sais plus, c'était une conférence où je parlais avec un aîné qui me demande comment tu te vois dans 5 ans. Je lui disais, je me vois dans mon studio photo, je fais ceci, je fais cela, je suis marié. Quand je dis je suis marié, sans calcul, sans faire exprès, c'est elle que je voyais. Quand je m'imaginais, maison, je rentre, c'est elle qui m'a vu. À un moment donné, j'étais genre, frère, quand même, mais voilà, c'est vraiment, et la conversation, c'est pas toujours tiens manger quoi, qui fait quoi. Sinon, et des conversations intelligentes, quelquefois c'est seulement ça la clé. Donc finalement on avoue les choses avant le départ. Et maman, tu repars avec ça, avec déjà le oui qui est resté, ou bien on part avec le je vais réfléchir? En tout cas, moi, je lui ai dit oui. Là, je finis de parler, j'ai dit oui directement après. La fille de sa mère. En fait, j'ai juste regardé dans les yeux, j'ai vu qu'il était sincère, j'ai vu que ça, en fait, c'était vraiment ça et tout. Mais la seule difficulté, c'est que je me disais, moi, les relations vraiment à distance, parce que je venais aussi de rompre 6 mois avant. Et donc, je ne fais pas de la distance. En tout cas, comment on va faire? Mais voilà, donc quand j'ai dit oui, Dieu a aussi ouvert les portes de son côté. C'est comme ça que, voilà, il est aussi venu aux États-Unis. Et puis, c'est comme ça qu'on a... Pour les études de théologie. Donc j'ai dit oui le 31 et je crois 1 semaine et demie après, je suis partie. Et puis... Et moi, là, on est le 31 juillet. Et 1 semaine et demie après, donc début août, elle est partie. Et moi, début septembre, j'ai mon visa et je suis parti. Donc 1 mois après. Et donc finalement, il n'y a pas eu ce problème de distance. C'était quand même. Oui, mais on était quand même dans le même pays, donc on peut facilement se déplacer l'un. Mais c'était des villes différentes. C'est grand. Oui. Elle était à Saint-Louis au nord. Moi, j'étais à Atlanta au sud. Pour vous donner une idée, pour conduire d'Atlanta à Saint-Louis, c'est 12 heures de route. Non-stop, hein, quand on fait des stops, c'est beaucoup plus. 12 heures de route, voilà, parce que j'ai fait ça une fois. Et donc, c'était pas simple, mais au moins on était dans le même pays. Je sais que si je prends un ticket, un billet, 2 heures après, je peux... Et puis, il n'y avait pas le décalage de 6 heures. On avait 1 heure d'écart seulement. 1 heure d'écart, oui.
Ah, ok. Ok, Thomas, maman Eunice, quels obstacles avez-vous rencontrés sur votre parcours et comment les avez-vous surmontés? Il y en a eu beaucoup quand même. Hein, parce que... mais là, ça va englober même... Ça, c'est avant le mariage? Oui, avant. Ah, parce que moi, je voulais qu'on continue l'histoire. Ils n'ont pas fini de nous raconter l'histoire. C'est ce que j'allais dire. De 2012 à... Enfin, on est en 2022, mais... 2023. 2023, oui, c'est 2023. Donc, ça fait 11 ans. On n'est pas restés ensemble de 2012 à... jusqu'à ce qu'on s'est mariés. Ah, donc, malgré... Toi, tu voulais nous amener où? malgré tout ce qu'il y avait, la beauté et tout ça... c'était compliqué. Je veux dire de mon côté. Hein. Oui. Elle va dire de son côté aussi. Pour moi, c'était compliqué parce que déjà, on n'a jamais vécu... De 2012 à 2000, je dirais même 14-15, on n'a jamais vécu cette histoire d'amour. Parce qu'on était à distance. Je vais vous donner une idée. Il m'est arrivé, comme j'ai dit, d'aller à Saint-Louis. J'avais des faux. Il m'est arrivé 2-3 fois, ou même 4 fois, je pense, ou même 5, plusieurs fois en tout cas, durant ce temps, parce que j'étudie et je ne peux pas aller tout le temps. Donc, pendant les vacances, je peux faire un voyage, je reste une semaine ou 2, puis je rentre. Mais déjà, à chaque fois que j'allais, j'avais une interdiction. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'emmener au restaurant, tu ne peux pas l'emmener se promener, tu peux pas, parce que quand tu vas là-bas comme pasteur, parce qu'il y a une église, il y avait une église américaine qui avait comme une cellule francophone. La cellule francophone était dirigée par un vieux à moi que je respecte beaucoup, et donc j'habitais chez lui. Les seules fois qu'on se voyait, c'était quand il venait me rendre visite là à la maison, avec tout le monde déjà. On n'avait pas le temps de passer à lui. Impossible. Et à un moment donné, ça devenait saoulant pour moi. Vraiment très très saoulant parce que à chaque fois que je vais, tu vois, je vais la mettre un peu, je vais la livrer en spectacle ou bien je vais quand même dire tout. Je sais qu'elle n'a pas trop apprécié, mais c'est maman Viviane en général. Donc quand je voyageais, parce que je parle très bien avec elle déjà à l'époque, donc elle m'appelle, non, tu vas là-bas comme pasteur, il ne faudrait pas qu'on voit, tu es allé là-bas, vous êtes allé comme ceci, comme cela. Avant elle d'abord, c'était quand tu es venue la première fois, parce que tu es arrivé aux États-Unis en septembre 2012, en décembre tu es venu à Saint-Louis. La première fois qu'il est venu à Saint-Louis, c'était par invitation, donc pour venir prêcher à l'église. Les responsables là ont su au fait qu'il y avait quelque chose et ils ont clairement dit, en tout cas nous on t'a invité ici en tant que prédicateur. Ici à la fin de notre pasteur, il y a peut-être, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais vous ne vous calculez pas ici. Toi tu es berger et elle est... En fait c'est déjà là qu'il y a eu la cassure. Je pense que maman oui, dans le sens où elle veillait à notre bien, mais eux ils ont interprété ça de manière trop strict comme ça. Oui, elle c'était juste non, ils sont là-bas, hein, bon, elle donnait le conseil, tu es là-bas en tant que pasteur, fais attention quand même, que ça ne jase pas trop et tout, mais... Et ça va être un blocage. Un gros blocage. Donc ça va être un... Parce que maintenant il fallait la voir comme brebis seulement. Oui. Exactement. Et puis, quand on se rencontre, en fait, ce qu'on a envie, c'est de vivre maintenant, en fait, tout ce moment où on a... Vous êtes déjà... Oui, à distance, quand vous avez vraiment d'exploser d'amour, mais en fait, donc vous regardez de loin... La distance est creusée. La distance, qui est déjà une distance assez géographique, a créé une distance émotionnelle qui devenait un peu grandissante aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis que ça, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est pas ça. Moi, comme je vous ai dit, à vous deux tout à l'heure, et même à tous ceux qui nous suivent, c'est que c'est pas comme si c'était ma première relation. C'est ce que je veux dire. Donc je sais c'est quoi vivre l'amour. Et donc, après, vous me mettez dans une histoire qui n'a pas de sens. C'était un tout petit peu compliqué pour moi. Et en plus de ça, une autre chose, c'était il y avait beaucoup de pression externe. Je me souviens un jour, je suis à Kinshasa, je ne suis même pas parti. C'est-à-dire que... Avant même qu'on se mette ensemble. On s'est parlé le 31 juillet. J'ai quitté Kinshasa le 7 septembre, parce que j'arrive aux États-Unis le 8 septembre 2012. Alors durant cette période-là, je reçois un appel de Londres. Je l'avais même dit, j'ai fait, tu as un oncle à Londres. Je reçois un appel de quelqu'un que je ne connais pas, un numéro de Londres, plus 44 je crois.
Je décroche. Il me dit, ah, c'est monsieur Lombo. Oui, oui, oui. Ah, ok, moi je suis l'oncle de Nice. J'habite à Londres. On m'a dit que vous deux là, il y a quelque chose. Bon, petit, je veille sur toi, un truc du genre. Après, je pose la question, j'ai un oncle à Londres. Il n'y a personne de sa famille à Londres. Mais ça, c'est juste un exemple. J'ai reçu des millions d'appels comme ça. Les gens qui l'utilisent, en fait, les amis pasteurs de papa se considèrent mes oncles, les membres de l'église se considèrent les oncles. Donc, en fait, c'est vraiment. Parce qu'avant même qu'on se mette ensemble, je sais pas, je pense que peut-être le passage à l'UPC ou quoi avait créé, ça commençait déjà à raconter, ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il n'y avait rien, c'était vraiment juste de l'amitié. Donc, on a parlé d'obstacles, je vais déjà peut-être énumérer 2 obstacles. L'un des plus grands obstacles que l'on a eu tout au long de notre relation, c'est la pression extérieure. Vraiment, la pression extérieure était accablante. Vraiment, tu as l'impression que tu dois faire les choses pour plaire aux gens. Il fallait que notre histoire d'amour devait fit in a box, quoi. Donc ça devait entrer dans un certain système. Donc on s'imaginait déjà, je sais pas, une histoire de prince et de princesse, et c'est comme ça exactement que ça devait se passer. Tu es venu quand même aborder la première fille du pasteur et tout, sans savoir que moi j'avais déjà eu des relations avant, mais ça c'était comme une personnalité publique, le chouchou aussi public, et moi la fille du pasteur. Donc on s'attendait vraiment, et cette pression là est là-bas. Comment vous devez vivre, on définit quand est-ce que vous devez vous rencontrer, on définit comment ça doit être. C'est comme si à un moment donné vous vivez plus. Donc même quand vous êtes ensemble, et moi c'était vraiment ça, je le lui ai dit vraiment plus tard, ça m'a dénaturé, je pense que lui aussi. Chaque fois qu'on était ensemble, on n'était plus nous. Donc l'amitié, la belle amitié qu'on avait là au tout début, où on était vraiment vrais l'un avec l'autre, il y avait plus ça en fait. C'est comme si je portais un masque. Je le disais toujours, je me dis pourquoi quand je suis avec mes autres amis masculins, j'arrive à être libre, mais chaque fois qu'il est là, j'ai l'impression que je dois me comporter d'une certaine manière, parce que c'est tellement dicté, voilà. Et pourtant avant il n'y avait jamais. Mais il faut dire que, ici, j'aimerais dire quelque chose à ceux qui vont nous suivre. Je pense qu'il est important, vraiment, au tout début d'une relation, que vous la viviez d'abord à deux, avant même que d'autres personnes ne soient au courant. Une des grandes erreurs qu'on a eu à commettre aussi au tout début, même si c'était pas tout le monde, mais de son côté en particulier, c'est que le cercle immédiat, des tantes proches, des oncles proches, des amis de papa proches, des cousins proches, tout le monde était informé déjà, vous voyez. Et ça, bon, comme eux aussi ont leurs proches, ça se raconte. Et c'est comme ça que ça vous met dans une sorte de chose qui devient un peu difficile à définir. Je pense qu'il aurait été mieux si on devait faire marche arrière, que ça reste nous deux, entre nous deux, un bon moment, qu'on vive la chose entre nous deux. Vous avez le temps de serrer tous les boulons. Parce qu'on a essayé de faire face à la pression, comme on disait tout à l'heure. Parce qu'on a essayé de récupérer ça à un moment, vraiment au tout début, en se disant, bon, on va essayer de rester discret, c'est-à-dire que parce que les gens commençaient à poser des questions de son côté, de mon côté. Tu sors avec Claude Lombo, lui aussi de son côté, est-ce que tu sors? Alors, ce qu'on a voulu faire maintenant pour justement garder ça dans notre cocon, c'est d'essayer de c'est quoi le terme en français, d'échapper peut-être à la question pour rester dans une certaine discrétion, et ça encore... Ça a rendu les choses pires. Oui, ça n'a pas arrangé. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose et que vous adoptez une politique de dire aux gens non, c'est pas vraiment ça, c'est pas ce que vous pensez, certaines personnes se disent bon, il n'y a rien, d'autres personnes se disent c'est quartier libre, on peut donc tenter. Et de l'autre côté aussi, je pense que même spirituellement, vous ne vous aidez pas. Parce que vos paroles ont un pouvoir. Donc au fond, il n'y a plus rien. Et puis il n'y avait plus rien. Et donc vous, pendant un moment... Un long moment. Oui, 2014, donc avant que je ne rentre, parce que j'ai fini mes études en 2014, avant que je ne rentre à Kinshasa, je vais le voir à Atlanta, parce que voilà, justement, la relation devenait vraiment accablante, ça n'allait plus, ça racontait de partout. Donc je voulais qu'on parle en face une dernière fois pour savoir un peu c'est quoi, c'est comment. Quand je suis arrivée là-bas, bon après lui, je sais pas de son côté, mais moi quand je suis arrivée là-bas, encore tout ce que j'ai entendu, tout ça m'a juste, je me suis dit, non, je suis désolée, c'est pas pour moi. Et donc on a parlé, mais c'était pas qu'on s'est dit
qu'on n'est plus. Mais moi, quand j'ai quitté Atlanta, j'ai quitté avec une attitude d'on n'est plus. Sans forcément... Je pense qu'on se l'est dit. On se l'est dit, hein. Je crois bien qu'on se l'est dit. Même moi, dans ma tête, c'est une histoire ancienne. Chacun va de son côté. Et puis voilà, quand on reste bons amis, quoi, de loin. Bon, pour moi, c'était pas on reste bons amis. Moi, c'était... Oui, parce que je me souviens, il m'avait écrit après, genre, ah oui, t'es arrivé à Kinshasa, comment ça se passe là-bas, vous avez dit, mais t'es fou, comment tu m'écris? Donc, je l'ai jamais répondu, juste, bon, ça avait créé aussi d'autres problèmes. Mais bon, bref, 2014, et lui, il continue sa vie. Moi, je me concentre dans ma carrière professionnelle. Non, carrière professionnelle, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait même pas. Oui, c'est là que j'ai créé mon entreprise. Mais bon, lui, il a continué dans plein d'autres choses. Non, moi, j'ai fait ma vie. Honnêtement, je ne vais pas mettre un make-up pour me faire paraître plus beau que je ne le suis. Non, moi, j'ai fait ma vie. Moi, j'ai tenté autre chose. Pour moi, c'était une histoire ancienne. Donc, j'ai tenté une relation. J'étais dans une relation juste après qui, d'ailleurs, avait failli vraiment aller jusqu'au bout. Donc voilà, elle de son côté, elle avait aussi ses autres expériences ici. Donc voilà, et puis on est resté dans une sorte de... Tout le monde finalement s'attend toujours à ce qu'il y ait quelque chose. Ouais. Et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a rien. Et certains commencent à vous appeler même de côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, revenez ensemble. Bref, leur histoire. Ils ont vécu notre histoire pour nous. Ils ont conclu déjà. Ils ont vu les enfants, les grands-enfants. Alors nous, quand on a décidé chacun de prendre son chemin, ils ont dit non. Vous devez revenir. Mais c'est parce qu'au loin, en fait, ils avaient entendu l'histoire. Mais en 2015, parce que ils étaient aux États-Unis, quand il est revenu en 2015, on a reparlé, on s'est dit, ok, bon, on va essayer de voir, peut-être on peut essayer de voir comment ça va marcher. Et là, c'est la première fois que les gens nous voient maintenant physiquement ensemble à Kinshasa. Bon, ça n'a pas duré, pas longtemps. Mais le simple fait que les 3-4 mois, là, on nous voyait ensemble à l'église, et puis après, quand il y a eu séparation, en 2015, là, c'était... Donc, au moins, on avait l'idée de ce qu'on peut imaginer de vous deux, mais là, on vous a vu. On voit un peu ce que ça donne. Donc, après, vous vous séparez. Et ça a toujours été, de son côté comme du mien, un peu comme un poids, parce que quand c'est séparé, tu peux te mettre dans autre chose. Pour les gens, tu es toujours avec nous. Et moi, chaque fois, toutes les personnes qui venaient m'aborder, c'était bonjour, ça va, toi, on couple avec nous ou non? Je dis, mais... Aborde-moi d'abord. Oui, c'est quoi, en fait? Et même quand vous essayez de commencer quelque chose, et que maintenant, mais tout le monde me dit que vous êtes toujours ensemble. Mais moi, de mon côté, il y a pour ne pas parler de ce qu'il n'y a pas, il y avait au moins 2 relations comme ça que j'essayais de commencer. La personne me refusait parce qu'elle se disait qu'on est en couple. Ok. C'est-à-dire que non, on m'a dit que tu sors avec la fille de ton pasteur et tout, donc non, ça peut pas marcher. Et pourtant, il y avait rien. Mais on avait maintenu une amitié, je pense que c'est ça aussi qui... Plus rien. On se voyait pas vraiment. Et j'imagine même pas la... On parlait que de loin. Et ça, c'est quand le temps était bon, hein. Quand on était Tout le monde était convaincu que... Tout le monde était convaincu qu'on était ensemble. Tout le monde. Même les autres personnes étaient non, vous êtes ensemble. Et même parfois quand il n'y a rien, elle devenait comme une ombre qui venait un tout petit peu, je veux dire, couvrir toute autre relation qu'il y avait de mon côté. Et moi, de mon côté, c'est couvrir les relations de son côté. C'était finalement jamais des relations à 2. Elle était une 3e personne sans qu'elle le veuille. Et moi, de mon côté aussi, pareil. Donc, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Wow. Parce que, outre le fait qu'on n'était plus ensemble, bon, moi, j'avais mon entreprise, donc, puis il a dit, je suis intelligente quand même un peu. Donc, il sollicitait mon intelligence. Humilité. Donc, ils sollicitaient mon intelligence des fois pour m'appeler pour des conseils. J'aimerais organiser telle chose. Comment tu penses que je peux faire? Et bon, moi, je me disais, c'est vrai qu'on n'est pas ensemble, mais bon, il faut dire que je le respectais en tant qu'humain. Et je respectais aussi la grâce de Dieu qu'il avait. Même si des fois, il m'énervait beaucoup. Mais quand même, je respectais ça. Alors, quand il venait solliciter mes services, que ce soit professionnellement, il doit me payer, par exemple, pour faire certaines... Oui, je viens. Et pour les gens qu'on voit, tu étais là dans l'activité, tu étais là en train de bouger. Non, en fait... C'est sûr seulement que... Avec vos bouches là que vous mettez dans le couper ça. Ça n'était pas à un moment donné.
2018 où je me suis dit non, on me verra plus jamais ni dans ces histoires, ni dans ces même à ces séquences. Je ne viendrai pas parce que à chaque fois qu'on te voit, oui, c'était une confirmation. Et même que bon, c'est vrai que de 2015 jusqu'à 2019, je peux dire 2019, il n'y avait pas de relation comme telle, mais des fois il y avait des moments où, comme on est resté en contact, après il y a comme un feeling là qui passe, mais après très rapidement, non, ça marche pas. Tu as tout fait ça avant. Oui, en fait on se rend compte que justement, comme on est dans une boîte, non, ça marche pas. Et justement, c'est ça qui faisait qu'on était dans un... ça n'a pas dû être facile à vivre, non, pas du tout. Comment vous avez fait maintenant pour surmonter tout ça et puis vous dire que ok, maintenant on y va, on quitte la boîte, on vit notre vie, et puis le mariage, et puis les lois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, déjà nous sommes, à l'époque, pour tout mettre en perspective, nous sommes deux jeunes gens, très jeunes d'ailleurs, parce qu'à l'époque on a commencé, moi j'ai 21 ans je pense, ou 22, et elle a à chaque fois 4 ans de moins, donc imaginez qu'elle a quoi, 17, 18, avec toute cette pression-là déjà, dès le début. Je crois que les jeunes de 22 ans qui me suivent aiment se regarder comme des gens très très matures. Je pense qu'à 22 ans, il y a quand même encore une marge de croissance en termes de maturité aussi. Et donc j'ai dit, bon, que chacun fait sa vie. Alors, j'arrive à un moment de ma vie très très décisif, où je prends la décision, je me dis, je quitte le Congo, je vais m'installer en Europe. Je vais vivre en Europe, je vais faire ma vie en Europe, le Congo, Kinshasa, tout ce que vous voulez, plus rien à voir, je pars. Et dans cette phase-là, j'arrive en Hollande, où je suis en train de faire mon master à Amsterdam. Pour répondre à la question de manière claire, je reçois un email de mon père spirituel. Parce que moi, il faut dire, dans la manière dont je regardais la vie, j'étais arrivé à un moment pour les amis qui m'ont côtoyé dans cette phase-là de ma vie, où je me disais, je ne me marie plus, quoi. Je ne me marierai pas. Paul, c'est pas important, voilà, il y a tout un tas de théories et tout, je voulais pas entendre parler de cette histoire de mariage. Et donc quand j'arrive en Hollande, je reçois un email de mon père spirituel, vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect, en général dans les grandes phases de ma vie, dans les grands tournants, il est toujours venu au bon moment pour donner la bonne parole qui me permet d'entrer dans une nouvelle saison. Et donc à ce moment-là, il me revient, il me dit non, je me souviens toujours de son email, je suis à l'aéroport d'Atlanta, mon escale devait être de 2 heures, finalement il est de 4-5 heures, le vol a été repoussé, et pendant que je somnolais à l'aéroport, je t'ai vu en vision. Et j'ai vu 4 choses. Il commence à me dire les choses qu'il a vues. Première chose concernant mon ministère. Deuxième chose concernant... Bref, il fait le tour. Et puis, dernier point, il dit, j'hésitais de te le dire, mais bon, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire quand même. Là, on est en septembre 2019. Il dit, l'année prochaine, c'est l'année de ton mariage. Alors que toi, tu es dans une phase où tu dis... L'année prochaine, à la même période. Oui, une année après, vraiment, je me suis marié, quoi. L'année prochaine, c'est l'année de ton mariage. Dieu me dit que si tu rates cette saison, tu passeras à côté de toi, en ce moment-là, tu... Moi, en ce moment-là, Puis bon, ça faisait longtemps qu'il était vraiment folle, quoi. Et puis après, quand il me dit ça en septembre 2019, je ne fais pas très attention. Je continue ma vie, les études, je suis chez mon frère.